Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ce webinaire sur la sécurité affective et sur les objets et gestes transitionnels. Donc, je commence et puis ce sera le tour de Virginie par la suite. Moi, c'est Diane, directrice de la crèche de Puteaux du groupe des Petits Canailles. Donc, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation et je suis ravie de partager ce moment avec vous sur ce sujet-là. Je passe la main à Virginie. Bonjour, moi je suis Virginie, je suis la directrice de Saint-Germain-en-Laye. Je suis également éducatrice de jeunes enfants de formation et donc c'est mon premier webinaire. Donc voilà, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vois qu'il y a plein de monde qui est en train de nous dire coucou et nous dire bonjour. Alors pour commencer ce webinaire, j'ai envie de vous poser une question. Enfin, avec Diane, nous avons envie de vous poser une question. C'est un petit quiz en fait rigolo. On vous donnera la réponse à la fin. Vous pouvez donc y répondre. Et voilà, donc je vous pose la petite question rigolote. Le besoin d'affection est-il aussi important que celui de manger et de boire? Réponse vraie. On a tous besoin d'amour pour vivre. Ou faux, la nourriture est plus importante que l'affection, car sans nourriture, un enfant ne survit pas. Donc voilà, on vous a posé la petite question, vous y réfléchissez, on fait le webinaire et avec toutes les infos qu'on vous donne, vous allez pouvoir du coup avoir peut-être la réponse à cette question. Voilà. Pour revenir sur cette petite question, n'hésitez pas à aller dans l'onglet sondage que vous pouvez voir en bas. La question y est. Et vous pouvez y répondre directement. Nous, on vérifiera vos réponses à la fin, comme l'a dit Virginie, pour pouvoir répondre à la question. En tout cas, on espère aussi pouvoir vous apporter une partie des réponses pendant ce webinaire. Donc, tout d'abord, on aimerait vous faire un petit point sur le développement de l'enfant, notamment au niveau de la sécurité affective, comment il perçoit un petit peu le monde qui l'entoure, comment on peut le rassurer, nous, en tant qu'adultes, qu'on soit ses parents ou des professionnels. Donc, avant 9 mois, il faut savoir que les enfants pensent que les parents sont une prolongation d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se dissocier de son parent. Donc, c'est vrai que après, il n'a pas la notion de séparation. Le parent fait partie intégrante de lui-même et du coup, lorsque vous partez, il n'a pas cette notion que vous êtes parti. C'est un peu comme si vous disparaissiez pour lui. C'est que son cerveau n'est pas encore suffisamment mature pour arriver à dissocier les deux. Ensuite, évidemment, l'enfant, il grandit, il se développe, il commence à percevoir son espace, les gens qui l'entourent et à se dissocier un petit peu de son parent. Et cette dissociation, elle commence à partir de 1 an. Du coup, c'est vrai que c'est une période où on voit l'enfant explorer l'environnement qui l'entoure. Il a quand même besoin de la présence de l'adulte, que ce soit le parent ou la professionnelle, pour se rassurer, pour pouvoir ensuite explorer. Voilà, c'est vraiment une grosse étape pour lui. Et on voit aussi à partir d'1 an et demi, mais ça peut arriver un petit peu avant en fonction des enfants, l'enfant qui exprime ses émotions aussi un petit peu plus de manière importante ou qu'on a un petit peu parfois du mal à expliquer. Donc, du coup, voilà, c'est parce qu'il arrive à se dissocier de son parent et des professionnels. Et à partir de 2 ans, l'enfant, il est suffisamment mature pour vraiment voir qu'il y a 2 mondes distincts, le sien, celui des parents ou des autres adultes. C'est vraiment là où il arrive à vraiment bien explorer son environnement de manière très sécurisée. Et ensuite, vous allez voir que par la suite, il va pouvoir commencer à prendre vraiment conscience de ses émotions, à les exprimer, à pouvoir verbaliser un petit peu plus ce qu'il ressent. Mais du coup, c'est vrai que c'est des étapes qui prennent un petit peu de temps. Donc, parfois, on a aussi des moments où l'enfant peut avoir des expressions d'émotions un petit peu plus importantes, notamment au moment des séparations avec son parent. Et puis, vers 2 ans et demi, 3 ans, on va dire plutôt la fin de l'enfance, pour les enfants qu'on accueille, l'enfant est vraiment beaucoup plus tolérant vis-à-vis de la séparation
Et du coup, ça se passe beaucoup mieux pour lui. On sent qu'il est vraiment en sécurité. Virginie, je ne sais pas si tu veux rajouter des petites choses ou si ça te paraît clair. Non, je pense que tu as dit pas mal de choses. Tu as bien résumé, Diane. Bravo. Du coup, je te laisse le relais plutôt pour la suite. Alors, pour la petite icône suivante, le petit slide suivant. Donc, le professionnel de l'enfance, donc une figure d'attachement. Alors, l'arrivée, on est consciente, nous, directrices et professionnels de la petite enfance, on est consciente que l'arrivée dans un établissement d'accueil provoque parfois de l'anxiété. Restaurer son sentiment de sécurité implique de développer donc à l'enfant une figure d'attachement, de substitution. Vous, en tant que parent, vous êtes la première figure d'attachement de vos enfants. Il faut savoir que vos enfants peuvent avoir différentes figures d'attachement. Ça peut être vous en premier, les grands-parents, ça peut être une grande sœur, un oncle, une tante, une cousine. L'enfant peut avoir plusieurs figures d'attachement. Voilà. Nous, en crèche, l'enfant a également une figure d'attachement, donc qui est souvent sa référente. Voilà. Afin d'assurer le développement affectif des tout-petits, les professionnels de l'enfance peuvent accompagner cette étape avec justement cette figure d'attachement, voilà, qui est la référente. Ce qui est important pour favoriser la naissance de ce lien d'attachement entre un enfant et un professionnel, il faut une période de familiarisation. Donc ça, vous en avez entendu parler, vous l'avez faite. On peut vous proposer plusieurs sortes de familiarisation courtes, donc souvent une semaine, ou lorsque vous en éprouvez le besoin, ou lorsque vous sentez que votre enfant en a besoin, on peut étendre cette familiarisation à 2 semaines. Voilà, ça c'est très important. Là, on vous accompagne en fait dans ces choix. Ce sont des il n'y a pas de séparation. Je vais faire un lapsus révélateur. Ce sont des familiarisations sans séparation. Ça, c'est notre choix chez les petites canailles. Voilà, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de bénéfices à ces familiarisations sans séparation. Moi, j'ai connu dans ma carrière des familiarisations avec séparation. Aujourd'hui, je peux vous dire que je vois vraiment la différence. Je trouve les enfants beaucoup plus sereins avec cette familiarisation-là. On est là aussi pour vous accompagner. On est une triade, on est 3. Il y a le parent, l'enfant et la professionnelle. On est là pour respecter l'identité de votre enfant. On est là pour suivre son rythme. Voilà, donc on est là pour vous accompagner. Voilà. L'attachement, évidemment, ce n'est pas créer une dépendance. Répondre aux besoins de l'attachement de votre enfant, c'est lui permettre de se sentir en sécurité pour qu'il puisse justement aller explorer le monde. Une fois que sa sécurité affective est bien mise en place, qu'il a confiance en sa figure d'attachement, donc sa référente, vous remarquerez ou vous avez remarqué que votre enfant, du coup, part explorer l'espace de vie. Il se détache de plus en plus en fait. Par exemple, le premier jour, il est collé à vous. Le deuxième jour, il fait quelques pas en avant. Et puis il s'avance vers un jeu, vers le toboggan. Là, ça veut dire qu'en fait, il prend confiance et que sa sécurité affective, du coup, est bonne et qu'il a confiance en sa référence. Voilà. Donc, c'est ça, la figure d'attachement. On a tous besoin d'une figure d'attachement. Voilà, ça, c'est très important. Du coup, je voulais évoquer aussi avec vous la référence. Alors, la référence, c'est aussi un choix qu'on fait chez les petites canailles. La référence, donc, c'est la personne qui est responsable des soins de l'enfant. C'est une relation authentique, chaleureuse et individualisée. Et c'est une référence élargie au fil du temps. Donc, évidemment, l'arrivée en crèche est un atterrissage dans un nouveau monde. Nouvelles odeurs, nouveaux sons, nouvelles voix, inconnues, un rythme nouveau. Tout est nouveau. Donc, notre défi à nous, c'est de mettre tout en œuvre pour que votre enfant soit familiarisé avec des repères stables.
La référente est une personne donc responsable des soins de l'enfant. C'est celle qui le connaît au fur et à mesure le mieux, dans les moindres détails. Évidemment, vous pourrez me dire, ou avec Diane, vous pourrez nous dire, oui, mais en fait, elle est capable, évidemment, parce qu'elle connaît son métier, de s'occuper d'un grand groupe d'enfants et de plusieurs enfants à la fois. Mais ce n'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est qu'elle connaisse votre enfant plus en détail. Parce que ce qui est important, c'est qu'en fait, votre enfant soit accueilli en toute individualité, mais au sein du collectif. Voilà. Ça, c'est très important. Votre enfant est quelqu'un d'à part entière. Voilà. Donc ça, c'est très important pour nous. Par exemple, j'ai une petite Alma, on prend un petit exemple, une petite Alma qui a besoin d'être accompagnée avec sa référente, qui la connaît, qui sait que Alma aime être assise à cette place, sur cette petite chaise verte, qu'elle n'aime pas mélanger sa viande et sa purée. Voilà, ça c'est vraiment de l'accompagnement et de l'individualité dans le collectif. Ça, c'est vraiment, ça, on y tient vraiment. En fait, on n'est pas dans, allez, tout le monde mange en même temps, tous les bébés en même temps, les moyens, tout le monde passe à table. Par exemple, on met la serviette autour du cou de tous les enfants en même temps. Non, parce qu'en fait, peut-être que Xavier, lui, il sait mettre sa serviette tout seul et qu'il a envie de le faire tout seul. Voilà. Ça, donc, pour tout ça, il faut une référence et il faut en fait connaître tous ces petits détails. Donc voilà, c'est prendre l'enfant en fait avec ses compétences dans sa singularité. Pour nous, c'est un outil, la référence. C'est la création d'une relation authentique, chaleureuse et individualisée. Heureusement, on ne s'enferme pas dans cette référence et on a des co-référentes. Donc voilà, on a des binômes de référence ou des co-référentes, ça dépend comment vous les appelez dans vos crèches. En fait, pourquoi ? Parce que vos enfants ne font pas 35 heures souvent en crèche et du coup, ils font un temps plus grand. Nos salariés aussi ont des horaires variables, donc on est obligé en fait voilà, la collègue est obligée de passer la main à sa co-collègue, co-référente. Et en fait, ce serait aussi embêtant pour vous en tant que parent parce que vous n'auriez qu'une figure en fait de repère. Donc, ce serait s'enfermer dans quelque chose. Craindrait l'exclusivité du côté de l'enfant, la solitude, ça peut être aussi la solitude du côté de la professionnelle, et puis un manque de pluralité des regards en fait sur votre enfant. Donc, ce qui est important, c'est d'élargir justement cette référence. Il faut savoir que, je conclue sur ce slide, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une décision à prendre ou quand on a à discuter, justement, on discute en équipe. Tout est pris en équipe, on est en équipe, on n'est pas chacune de notre côté avec notre groupe d'enfants. Voilà, on est en équipe. Est-ce que Diane, tu as quelque chose à rajouter sur ce long monologue ? Non, je pense que les parents ont compris l'intérêt d'avoir une référente ou une co-référente pour l'enfant. Moi, ce que je rajouterais, c'est que le fait que les enfants aient un repère aussi de personnes, donc avec la référence ou la référente ou la co-référente, c'est que ça les sécurise. On parle de sécurité affective, ce repère de personnes permet en fait la sécurité affective de votre enfant et donc par la suite de se développer dans l'environnement dans lequel il est et d'aller l'explorer. Donc c'est pour ça aussi qu'on a décidé de mettre en place des référentes et des co-référentes. Tout à fait d'accord. En fait, vous verrez, souvent dans les sujets de la petite enfance, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. La sécurité affective rejoint la figure d'attachement, qui rejoint la référence, qui rejoint... Vous allez voir, en fait, si vous faites si vous faites nos webinaires et que vous vous inscrivez, vous verrez, vous retrouverez même sur un autre webinaire, sur un autre sujet, ce sera toujours, il y aura toujours un lien, en fait, sécurité affective, tout est lié, en fait. Vous verrez, c'est souvent comme ça. Oui, je suis tout à fait d'accord. Du coup, j'en profite, si vous avez des questions sur les premières parties qu'on a pu vous exposer, n'hésitez pas à nous poser des questions sur l'onglet
questions et on prendra vraiment le temps d'y répondre à la fin. Voilà, je vais prendre la suite. Donc, on a parlé du repère de personnes. Moi, je vais vous parler plutôt de l'aménagement de l'espace. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez des magnifiques photos qui montrent des petits aménagements de l'espace. Il faut savoir que pour les enfants, c'est très important que l'aménagement de l'espace soit réfléchi en amont pour répondre bien évidemment à leurs besoins en termes de développement moteur, mais aussi pour leur sécurité affective. C'est-à-dire qu'en fait, l'aménagement de l'espace, il ne va pas changer tous les jours. On le réfléchit en équipe pour pouvoir répondre aux besoins. Mais c'est pareil, les jeux qu'on met en place au quotidien dans ces espaces vont pas être déplacés tous les jours. Je prends l'exemple, si par exemple vous avez un bureau sur lequel vous travaillez et que tous les jours on vous change l'agrafeuse de place, bah pour vous ce serait un petit peu au départ très énervant parce que vous allez passer beaucoup de temps à le chercher, mais surtout à la fin ça peut être aussi une perte de repère parce que du coup les objets changent de place tout le temps. Donc nous, en équipe, on y réfléchit vraiment avant l'arrivée des enfants pour que cet aménagement de l'espace corresponde aux différentes tranches d'âge qu'on accueille et qu'il soit possible de le laisser le plus longtemps possible dans cette place-là. On est bien d'accord que les enfants évoluent tout au long de l'année, donc leurs besoins ne sont plus les mêmes, on va dire, qu'en début d'année. Donc l'aménagement de l'espace peut être modifié pour pouvoir répondre à leurs besoins. Mais notre but, ce n'est pas de le changer tous les jours. Vraiment, les jeux doivent être posés à différents endroits et rester stables, en tout cas dans la proposition que nous, on fait en tant que professionnels. Cette stabilité, ça donne des repères de lieux et d'espace pour les enfants et ça les sécurise au fur et à mesure de leur développement et de leur exploration des espaces. Donc, je vous ai parlé de l'aménagement de l'espace, mais on a aussi du coup les professionnels qui doivent se positionner dans ces espaces. Ils sont aménagés bien évidemment en équipe, mais la place de l'adulte est également réfléchie. Nous, on parle d'adulte phare. Donc, c'est vraiment un adulte qui se positionne dans un endroit stratégique de l'espace pour pouvoir accompagner les enfants, pour qu'ils puissent prendre confiance en eux et qu'ils puissent aller derrière explorer les espaces. Donc, bien évidemment, on parle souvent d'un adulte positionné sur le tapis près des plus petits pour pouvoir les accompagner. Mais s'il y a des espaces, on va dire, un petit peu plus moteurs ou des espaces d'inettes, des espaces où l'enfant peut développer son imaginaire avec des jeux du quotidien, les adultes se positionnent pour pouvoir accompagner l'enfant dans ce cadre-là. Donc, nous, c'est ce qu'on appelle l'adulte phare. Ça revient aussi un petit peu au repère de personnes. Si les adultes se positionnent régulièrement au même endroit dans l'espace, l'enfant pourra avoir suffisamment confiance, se sentir en sécurité et pouvoir explorer. Donc ça, c'est l'importance des adultes. En tout cas, en tant que professionnel, on doit y réfléchir et y penser quand on fait des aménagements d'espace. Il faut prévoir aussi ces positions d'adultes. Je rebondis sur ça, du coup, sur le positionnement. C'est pour ça, souvent, que vous nous voyez au sol. En fait, on est au sol. C'est pas par hasard qu'on s'assoit et qu'on est souvent assise. C'est justement pour être à hauteur des enfants. Et justement, cet adulte phare, en fait, ça permet à l'enfant. Alors, il y en a qui utilisent. Je sais qu'il y a certains chercheurs qui utilisent l'adulte phare. Moi, j'aime bien aussi l'image du porte-avions. En fait, ça, c'est Héloïse Junier qui est psychologue. Parle souvent du porte-avions. C'est exactement la même chose. En fait, ce qu'elle dit, j'aime beaucoup. En fait, on est au sol, l'enfant s'éloigne, il lui arrive un petit quelque chose, il s'est cogné, il se retourne et il nous voit au sol. On est comme un porte-avions, c'est-à-dire à tout moment, il peut atterrir rien qu'en se regardant. On se regarde droit dans les, enfin voilà, on se regarde, notre regard se croise et en fait, votre enfant, même s'il est loin, il atterrit comme si on était un porte-avions sur nous, l'air de dire tu m'as vu, hein, c'est voilà, je suis sécure, ok, tu m'as vu, je me suis blessée, voilà, il atterrit sur nous et là on le sécurise. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette image aussi du porte-avions. Voilà, j'ai rebondi sur ça. C'est un très bon exemple, Virginie. Merci de l'avoir partagé avec nous. C'est vrai que je parlais de la position de l'adulte, je n'ai pas parlé du regard, mais bien évidemment, le regard de l'adulte et le regard qu'on porte, en tout cas sur l'enfant, fait partie aussi des choses à avoir en tant que professionnel.
pour pouvoir accompagner au mieux les enfants et qu'ils se sentent aussi en sécurité, qu'ils se sentent soutenus, que ce soit par le regard, la parole ou la posture de l'adulte. Du coup, le dernier point que je voulais évoquer avec vous sur les espaces de vie et l'aménagement de l'espace, c'est qu'il faut savoir que dans le groupe des petites canailles, on est sur des âges mélangés dans les structures. C'est vrai que je vous parlais d'un aménagement qui reste fixe et qui peut quand même un petit peu évoluer au cours de l'année. C'est notamment lié au fait qu'on soit en âge mélangé. Mais ce qui est aussi très intéressant d'être pour les enfants quand ils sont en âge mélangé, c'est qu'ils restent souvent 3 ans dans le même espace. Et donc, en fait, ils le voient un petit peu évoluer, évidemment, parce qu'ils grandissent et ils explorent de plus en plus leur environnement. Mais les jeux, les meubles, les professionnels qui les accompagnent restent stables et fixes dans ces espaces. Et il y a moins cette notion, en fait, de je finis mon année 2024 et l'année 2025, je commence dans une nouvelle section que je ne connais pas. Et il y a tout ce processus un petit peu de sécurisation à recommencer. Là, l'avantage, c'est que ce processus-là n'est pas à faire puisque du coup, les enfants évoluent pendant environ 3 ans dans le même espace. Et ils ont vraiment la possibilité de le connaître suffisamment et donc d'être sécurisés tous les ans à chaque rentrée et de se sentir vraiment serein et vraiment dans la possibilité d'explorer l'environnement, même sans l'adulte par la suite. Est-ce que tu veux rajouter des choses, Virginie, ou cela te convient? C'est parfait, Diane. Alors, du coup, on passe à l'image suivante. Donc, c'est moi qui prends le relais. Je vais vous parler des repères et des rituels de la journée. Donc, les rituels permettent de rythmer la journée du jeune enfant qui n'a pas encore la notion du temps. Bien évidemment, l'enfant n'a pas de repères spatio-temporels. Il est trop jeune. Du coup, nous, en crèche, on est très ritualisés, en fait. Voilà. Ce qui permet, en fait, à l'enfant, on répond en fait directement aux besoins de redondance du cerveau de l'enfant. C'est important et c'est capital pour son bien-être. Le jeune enfant donc n'a pas cette notion du temps et donc il peut pas s'y référer. Donc il peut pas anticiper. Donc en ayant des rituels, nous on va anticiper et on va les aider à mieux ordonner leur journée. Toute action nouvelle ou toute surprise n'est pas agréable pour l'enfant. Tout changement n'est pas agréable. On peut parfois le mettre, je dis bien parfois, en insécurité. Alors après, c'est un mot qui est un peu fort, mais c'est juste pour que vous compreniez en fait que les enfants aiment avoir un rythme. Et donc, je rebondis en disant, mais même nous adultes, nous aimons avoir un rythme. Et si nous regardons bien notre journée, elle est très rythmée. Après, on peut aimer les surprises, mais voilà. Souvent, on est quand même très rythmé. On va se laver les dents, on va se coucher. Voilà. Donc, les enfants, c'est un peu pareil. Ils ont besoin de repères. Alors, le rituel se manifeste chez nous de manière, il y a plusieurs actions en fait. Alors le matin, ça peut être par exemple à 9h15, à peu près, c'est des exemples. À 9h15, on ouvre en fait une pièce. Ils savent que dans cette pièce, il va y avoir un jeu qui va être proposé, une activité. Ils savent ensuite que ça se termine parce que nous commençons le temps des chansons et nous disons bonjour avec des chansons. Ils savent ensuite qu'à la fin de ce rituel de chansons vient le temps du repas, que certains vont dans un espace pour attendre et patienter le temps que les autres mangent. Ils savent par exemple qu'après, une fois qu'on leur a peut-être changé la couche, il y a le temps de lecture avant d'aller à la sieste. En fait, voilà, notre travail est très rythmé. Ça permet à l'enfant de se sécuriser, de se repérer et d'appréhender sa journée en fait plus sereinement. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il maîtrise, qu'il connaît. Et ça limite en fait les situations qui pourraient, le fait de faire ça limite les situations
qui pourraient être anxiogènes ou source de stress. Voilà, donc nous en crèche, vous l'avez dû le remarquer pendant les familiarisations, ou même parfois quand vous déposez votre enfant un peu plus tard, vous arrivez peut-être juste au moment où on va commencer les chansons. Voilà, il y a toujours ce rythme qui permet de rassurer l'enfant. Voilà. Donc ça, c'était la slide sur les repères de la journée pour vous donner un petit peu une petite idée des rituels et de ce qu'on fait dans la journée avec vos enfants. C'est très, voilà, c'est large. Hein, je vais pas détailler. Hein. Oui, comme tu dis, Virginie, c'est important les rituels et les repères dans l'espace. Mais ce qui est aussi important, c'est le doudou et la tétine pour les enfants. Alors, je dis les deux, mais il y en a qui ont que le doudou, d'autres que la tétine. Nous, en tout cas, on les met ensemble. C'est des objets du quotidien qui sont très importants pour l'enfant parce que c'est ce qui fait le lien avec la maison. Il faut savoir que souvent, les doudous sont parfois laissés à la crèche. Nous, on trouve ça un petit peu dommage parce que, comme on vous explique là dans ce webinaire, le doudou fait quand même partie intégrante de la vie de l'enfant. Et ce qui est intéressant donc, quand il fait l'aller-retour avec la crèche et la maison, c'est que ça crée du lien. Sur ces doudous ou sur ces tétines, l'enfant, il va en avoir besoin parce que ça lui permet de se rassurer, parce qu'il y a l'odeur de la maison, parce que c'est aussi un objet qui peut répondre parfois, notamment pour la tétine, à un besoin de succion qui est assez important chez les plus petits. Mais en tout cas, c'est des objets qu'on appelle des objets un peu transitionnels qui font la transition du coup entre la maison et la crèche. Voilà, je vais pas trop aller trop loin là-dessus, mais en tout cas, c'est des sujets qui sont importants. C'est un sujet important pour nous. On sait très bien qu'il y a certains enfants qui n'ont pas forcément de doudou et de tétine et que c'est plus quelque chose que nous, on impose, entre guillemets, en crèche. Je mets bien des guillemets parce qu'il n'y a pas d'obligation. Mais du coup, on vous propose parfois d'autres solutions. Ça peut être des t-shirts que vous avez portés et qui a l'odeur de la maman ou du papa. Nous, on se fait aussi en tant qu'adulte, par exemple, quand on est très amoureux et que il y a les premières séparations avec sa femme ou son mari, on aime bien garder un petit t-shirt qui a l'odeur de la personne. Et du coup, pour l'enfant, c'est un petit peu pareil. Donc voilà, les doudous et les tétines, c'est des choses qui sont quand même assez importantes pour les enfants et que nous, on apprécie d'avoir en crèche parce que ça permet aussi d'apporter de la sécurité aux enfants, même s'ils n'en ont pas à la maison et qu'ils en ont que un pour la crèche. Le fait qu'il y ait l'odeur de la maison, du papa, de la maman, comme je disais, ça peut les rassurer. Ils en ont parfois besoin lorsqu'ils ont des gros chagrins, d'avoir l'odeur, ça les rassure tout de suite. Et du coup, je rebondis, Diane, parce que j'avais lu un article il y a quelques années qui disait, et j'avais trouvé ça assez juste, souvent on vous dit, reprenez au bout d'un moment quand le doudou il tient debout tout seul et voilà, il est bien sucé toute la journée, il a une odeur, voilà. Souvent on vous le rend, on dit voilà, il aurait besoin de passer un petit peu en machine. Alors nous, évidemment, on pourrait le laver en crèche, il n'y a aucun problème. Mais en fait, justement, quel est l'intérêt pour nous de laver le doudou avec la lessive de la crèche? En fait, le but, c'est qu'il soit lavé avec la lessive de la maison, qu'il retrouve votre odeur. Voilà, c'est ça, en fait, ce petit lien, en fait, doudou maison. Du coup, ça m'avait fait rire cette histoire de lessive parce qu'en fait, c'est tout à fait vrai. Nous, on peut le laver, mais en fait, le but, c'est qu'il ait l'odeur de la maison, en fait, de ses parents, de son lieu de vie. Donc voilà, c'est une petite anecdote sur la lessive qui était rigolote. Voilà. Exactement. Oui, l'odeur de la lessive fait partie un peu des odeurs que vous amenez avec vous, en tout cas, sur nos structures. Du coup, pour continuer, voici 3 conseils qu'on vous donnerait pour faciliter en tout cas l'apparition de la sécurité affective de votre enfant sur la structure, notamment après les séparations ou même pendant les séparations. Donc le premier, comme on vous l'a dit, c'est de faire l'aller-retour avec le doudou de la maison à la crèche. C'est vrai que quand ils grandissent, c'est parfois un peu perdu cet aller-retour, mais c'est quelque chose qui est important à faire et de continuer, je pense, sur tous les 3 ans, en tout cas, où il est présent avec nous.
Les enfants vivent énormément de choses au cours de la journée et même s'ils sont grands et qu'ils comprennent bien, parfois d'avoir le doudou ou la tétine, ça fait du bien. On vous met aussi faire des transmissions de qualité. Alors ça, c'est vraiment les professionnels et les parents, ça va dans les deux sens, qui doivent faire des vraies transmissions de qualité, que ce soit le matin ou le soir, pour qu'on puisse vraiment accompagner au mieux vos enfants tout au long de la journée et du coup, parfois répondre à leurs besoins, d'être rassurés quand ils vivent parfois des choses pas évidentes, soit à la maison, mais soit surtout à la crèche. Le partage des jeux avec les copains, on sait que c'est quelque chose de compliqué au quotidien. Donc voilà, les transmissions de qualité sont importantes. Et notamment les parents, si vous avez des inquiétudes par rapport à votre enfant ou si vous posez des questions, n'hésitez pas à faire des points soit avec la référente, soit avec la personne en tout cas qui vous semble le plus approprié, puisque ça peut être aussi la directrice, la psychologue. Toute l'équipe en tout cas est là pour vous accompagner dans l'arrivée de votre enfant sur la structure, mais aussi son quotidien sur tout le temps où il est présent avec nous. Voilà pour les petits conseils. On vous donne aussi quelques petites idées de lecture que vous pouvez acheter ou emprunter dans les médiathèques pour lire avec votre enfant si vous sentez qu'il est un petit peu en manque de sécurité, en tout cas sur la crèche, ou alors par rapport à la séparation qui parfois peut être un peu compliquée. Ces livres-là peuvent être des supports pour vous pour en parler avec votre enfant. Et on vous en a mis un aussi pour vous, les adultes, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin sur la sécurité affective de l'enfant, la comprendre un petit peu plus cette notion-là. Voici un livre qu'on vous conseille. Voilà pour... du coup, on va reprendre la petite question du sondage qu'on vous avait posé pour y répondre. On espère quand même que ça va vous aider à potentiellement répondre à la question. Alors. Donc, la question, c'était: le besoin d'affection est-il aussi important que celui de manger et de boire? Donc, vous pouviez choisir deux réponses. Vrai, on a tous besoin d'une part d'amour pour vivre. Ou faux, la nourriture est plus importante que l'affection, car sans nourriture, un enfant ne survit pas. Et je laisse Virginie vous répondre à cette question qu'elle avait posée au début. Alors, bien évidemment, la réponse est vraie. On a tous besoin d'amour pour vivre, en fait. Sans amour, en fait, on ne survit pas. C'est vrai qu'on a besoin de boire et de manger, mais il y a quelques années en arrière, il y a des études qui ont été faites. Alors, elles sont un peu dures ces études sur des petits singes, des bébés singes. On a fait des études et on s'est aperçu que, en fait, si le petit singe ou si n'avait pas d'amour, en fait, même si on le nourrissait et même si on lui donnait aucun amour, si on le séparait de sa maman, en fait, malgré qu'on lui donne à manger et à boire, il ne survit pas. En fait, voilà. Donc, bien évidemment, on a vraiment besoin d'amour pour vivre. C'est très très important. Donc voilà, c'est pas évident comme question. Après quand ça peut être se dire ah non mais si je lui donne pas à manger il va pas survivre. Voilà. Donc c'était rigolo comme question. Non, la réponse c'est vrai. On a vraiment besoin d'amour. C'est indispensable. Voilà. Du coup, on passe à la dernière petite image. Alors ça, c'était le petit... Ah, on est aux questions? J'ai pas fait mon... On a oublié ma pompe à essence. Excusez-moi, je suis allée trop vite sur les images. Alors, la petite pompe à essence, elle est rigolote. En fait, c'est une image mémotechnique. C'est pour vous faire comprendre qu'en fait, il y a quelques années en arrière, on se disait qu'en fait, l'enfant n'avait pas besoin de grand-chose pour
pour satisfaire, il fallait pas grand-chose et pour satisfaire ses besoins physiologiques, pardon, ça suffisait. L'amour des parents arrivait de manière secondaire et finalement, d'abord on lui donnait à manger et voilà, puis après un peu d'amour, pourquoi pas. Et puis des fois on entendait souvent, oh mais laisse-le pleurer, il va s'habituer au bras, ne l'embrasse pas trop, voilà, c'est n'importe quoi, voilà. Donc ça, là-dessus, sachez qu'on a fait un virage à 180 degrés. Grâce aux neurosciences et grâce aux recherches, et on s'est aperçu que en fait, justement, je rebondis toujours sur l'amour et la sécurité affective et sur la petite question d'avant, que en fait, il est très important d'avoir de l'amour. En nous, on a 2 hormones. On a l'hormone de l'ocytocine qui nous procure le bien-être, le bonheur. Donc, on sécrète cette hormone quand on va très bien. Et puis, on a l'hormone du cortisol. La cortisol, en fait, c'est une hormone qui, quand on est un peu stressé, c'est elle qui s'actionne et en fait, ça nous fait pas du bien. Donc, cette petite image, c'était pour vous dire que quand vos enfants viennent et font un câlin, eux sécrètent du cortisol et font du bien à leur cerveau et ils sont au top et ils font le plein en fait, d'où la pompe à essence. Mais sachez que vous également, vous faites le plein et que votre taux de cortisol augmente. Donc voilà. Donc c'était une petite image mémotechnique pour vous dire que en fait, ce lien adulte-enfant fait énormément de bien à votre enfant. Après, on peut sécréter du cortisol. Si on aime les chats, on peut sécréter du cortisol en caressant son chat. Voilà. En fait, il y a différentes manières. Là, c'était juste, voilà, nous, souvent, professionnels, on est au sol. Il y a un petit enfant qui pleure, il vient nous voir. Il est sur nos genoux, il nous fait un petit câlin. Ça lui fait du bien. Il recharge ses batteries, il fait le plein parce que on est là pour lui. Mais sachez que nous aussi, on fait monter encore le taux de notre cortisol. Voilà. Donc, c'était la pompe à essence, faire le plein de cortisol. Et faire le plein, c'est très important pour notre cerveau et notre bien-être. Voilà. Alors, ensuite, on passe au... Du coup, nous allons passer aux questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser encore dans l'onglet questions. Nous prendrons le temps d'y répondre, évidemment. Et puis, si jamais vous en avez d'autres, on pourra voir pour vous répondre par email par la suite. Du coup, on va commencer avec la question de Elisabeth Butet, je ne sais pas comment on prénomme. Comment l'enfant vit-il la séparation du coucher, notamment le soir? Alors, pour répondre à votre question, chaque enfant le vit un petit peu différemment. On n'a pas forcément de réaction type par enfant. Évidemment, on se rend bien compte que si on ne met pas toujours en place des rituels de soir, ça peut être parfois compliqué pour les enfants. Donc, vous parlez de rituels, de repères que nous, on met en place au cours de la journée pour que l'enfant puisse se repérer dans le temps, dans l'espace, etc. Vous pouvez exactement faire la même chose chez vous en définissant votre rituel à vous. Ça peut être une histoire avant de dormir, ça peut être un petit verre d'eau, un bisou, un câlin. Voilà, ça c'est à vous en fait en tant que parent de savoir quel rituel permettra d'apaiser un petit peu plus votre enfant. Ouais. Bien évidemment, on le voit, hein, les enfants, pas quand ils sont tout petits, mais quand ils commencent vraiment à savoir que quand ils vont se coucher, vous allez partir après, il peut y avoir des petites angoisses, des petites terreurs, l'enfant va pleurer, il ne veut pas dormir. Et justement, ces petites solutions que vous allez trouver avec les repères, ça peut permettre justement de simplifier en tout cas la séparation au moment du coucher. Bien sûr, ce ne sera pas forcément efficace tout le temps. Il faudra peut-être trouver d'autres solutions, d'autres stratégies. Ça peut être aussi les histoires, voilà. Mais en tout cas, sachez que vous avez en tant que parent la possibilité de trouver vos rituels, vos repères à mettre en place avec votre enfant pour faciliter la séparation au moment du coucher.
Sachez aussi que, je rebondis Diane, sachez aussi qu'au mois de décembre, il va y avoir un webinaire sur le sommeil. Donc je pense qu'elles vont aussi aborder tout ce qui est séparation, voilà, le coucher, peut-être un petit peu le soir. Elles vont parler, je pense, surtout du sommeil, peut-être en crèche, mais peut-être qu'elles aborderont aussi à un moment donné la question de la maison. Donc voilà, là, si vous voulez vraiment des informations sur le sommeil, là, sachez qu'au mois de décembre, voilà, il y aura quelque chose de programmé, vous recevrez quelque chose. Voilà. On espère avoir pu répondre à ta question, Elisabeth, et nous allons passer à la suivante. Alors, du coup, il y a Diana Spada qui a posé une question. Ma fille n'a jamais voulu ni de tétine ni de doudou. Est-ce qu'elle a souffert à l'entrée en crèche? Alors, moi, je pense pas. Je pense que c'est comme ça. C'est un choix. Après, je sais pas ce que toi tu en penses, Diane, mais moi, je pense que non, c'était. Il n'y a pas de, voilà, pas de stress à avoir. Votre enfant n'a pas choisi un doudou ou une tétine. Il n'en a pas exprimé le besoin. Moi, je pense qu'il n'y a aucun souci. Voilà, il y a des enfants qui n'ont pas besoin de doudou, de tétine pour être en crèche ou pour être en sécurité affective. Ils trouvent en fait d'autres manières de fonctionner, mais c'est pas du tout dérangeant. Voilà, il y en a plein, sachez-le. Oui, je rebondis à ce que tu as dit, Virginie. En effet, on parle de doudou et de tétine principalement, mais il faut savoir que les enfants peuvent trouver un objet ou autre chose, en tout cas, qui peut répondre à ce besoin qu'on expliquait d'avoir un doudou ou une tétine. Il y en a, ça va être les petites voitures, d'autres, ça va être un petit animal, d'autres, ça va être une cuillère de dinette. Enfin, chaque enfant peut trouver en tout cas un objet qui peut le rassurer. Ça ne l'empêche pas de profiter pleinement de ses journées et de ne pas souffrir à l'arrivée en crèche. On n'oblige aucun parent à mettre en place un doudou ou une tétine. C'est vraiment, nous, on en parle de manière générale quand on parle de du doudou et de la tétine, pardon. Mais le but, c'est que chaque personne puisse vraiment prendre le temps et le choix, en tout cas, de l'objet qui peut convenir à son enfant. Voilà, comme disait Virginie, s'il n'en a pas exprimé le besoin, c'est que peut-être votre enfant était aussi suffisamment sécurisé pour pouvoir aller jouer directement sans avoir besoin de ce doudou-là. Nous, on parle de manière générale sur ce webinaire, mais chaque enfant a sa manière de faire et d'être. Je pense que nous avons répondu à cette question-là. Bon, a priori, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Si jamais d'autres questions vous reviennent, n'hésitez pas à les poser. On essaiera d'y répondre par mail peut-être plus tard. Du coup, je vous souhaite en tout cas une bonne après-midi à tous et j'espère que ce webinaire aura pu éclairer certaines personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Merci Diane, merci à tous pour votre participation.